Dans l'épisode précédent, nos ancêtres LGBT qui ont marché, qui ont combattu, qui nous ont permis d'avancer un peu. Il y a un devoir de mémoire derrière presque, du coup. Ça fera peut-être l'objet d'un podcast. ce podcast vous est proposé par Paul Philippon et Cynthia Zantou, moi-même, et a pour objectif de mieux comprendre les problématiques au sein de la communauté LGBTQIA+, à travers des témoignages et de proposer des pistes de réflexion et des explications sur des concepts encore mal connus, ainsi que des savoirs concernant des événements historiques en lien avec nos sujets. Ces sujets seront principalement axés sur la sexualité non hétéro et l'identité de genre. Eh bah, bonjour à tous. Alors, on se retrouve du coup aujourd'hui tous les trois avec Cynthia et Marc. Et en fait, avec Cynthia, il y a quelques temps, on est allé voir une exposition. Exact. Les homosexuels et les lesbiennes. Durant la déportation Durant des nazis. la déportation des nazis. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est au mémorial de la Shoah dans le 2e arrondissement. Du coup, on s'est dit que c'était important qu'on fasse cet épisode sur la mémoire. Voilà, et sur c'est ça. l'histoire des homosexuels en général. Et des lesbiennes. Et des lesbiennes. Et du coup, pour cet épisode, nous avons invité Marc. Bonjour, merci Je de te m'avoir laisse te invité. présenter. Moi je m'appelle Marc, je suis étudiant en lettres classiques et histoire. Je vais me réorienter en philo l'année prochaine. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet un peu obscur, mais finalement hyper important de manière collective, pas forcément pour la communauté LGBT, mais aussi pour les non-hétéros finalement. Et juste, on tenait à vous dire que voilà, tous les trois, on n'est pas historiens, on n'est pas spécialistes. Ouais, exact. Mais voilà, en fait, on envisageait plutôt ce podcast comme une sorte de discussion historique. C'est ça, un débat historique. Voilà, une sorte de débat historique avec ce qui nous a touchés personnellement avec Cynthia. Et voilà, on s'est dit que c'était intéressant d'inviter d'en débattre avec un invité. Voilà, c'est ça, qui voilà. est plutôt neutre, voilà, qui a fait des petites recherches sur le sujet. Mais voilà, tous les trois, on n'est pas historiens, on n'est pas C'est ça. spécialistes, on s'intéresse à ces questions-là, mais on peut faire des erreurs, donc voilà, nous shamez pas. Attends, il n'y a pas ta note historique d'abord? On lance ta note? C'est le moment note historique. La note historique de Paul. Pour cette vidéo, la note sera assez courte, parce qu'en soi, le podcast entier est une note historique. Mais Cynthia et moi tenions à recontextualiser nos propos. Au début du XXe siècle, les homosexuels et les lesbiennes bénéficient d'une relative tolérance, puisque la répression se cantonne surtout aux lieux de rencontres publiques, comme les parcs et les urinoirs. Néanmoins, le paragraphe 175 du Code pénal allemand se charge de sanctionner les actes sexuels contre nature entre hommes depuis 1871. Ces règles s'endurcissent en 1935, puisqu'en théorie, les homosexuels ne sont plus seulement incarcérés, mais aussi déportés dans des camps de concentration, car leur présumée féminité représenterait une menace pour l'idéal de l'état viril. Les descentes de police se multiplient, s'étendant désormais aux lieux constitutifs de la communauté, comme les bars, boîtes et cafés, jusqu'à leur fermeture définitive. Ça, c'est pour l'Allemagne nazie. Mais en réalité, pour chaque pays, la législation est différente. C'est ce qu'on va voir. Par exemple, alors qu'elles ne sont pas concernées par la loi allemande, les lesbiennes sont envoyées dans les camps en Autriche, où elles portent le triangle rose des homosexuels masculins. Vous remarquerez que je différencie les homosexuels des lesbiennes. Or, par définition, ces dernières font bien partie de cette première catégorie. Toutefois, le terme anglais gay désignant les hommes n'a été introduit qu'en 1980 en Europe. Et auparavant, du fait de l'exclusion des femmes dans les textes de loi, le terme de lesbienne a donc formé un groupe à part des homosexuels. C'est donc un choix de l'exposition de les distinguer ainsi. C'était la note historique de Paul. La première question, Marc, est-ce que justement tu penses que tu as été assez instruit sur la représentation des homosexuels et des lesbiennes dans ton parcours scolaire et universitaire? Clairement, non. Il y a un très gros manque, surtout au niveau du collège-lycée, il y a un très gros manque d'informations sur les homosexuels ou sur les questions LGBT ou même sur les questions homophobie, transphobie, etc. Tout ça. Moi, je n'ai aucun souvenir d'une quelconque... Jamais, quoi. Jamais. Même à la jamais, fac. Jamais. Non, alors la fac, encore... Survoler un sujet. Encore la fac, quand je pensais à la fac, je pensais être confronté à certains sujets de ce genre-là. Ouais. Sauf que pas du tout.
Ok. Et en plus, venant d'un lycée, enfin collège-lycée qui était un lycée catho et collège catho, alors la question était encore plus vite réglée. Alors non, clairement non. Parce que t'étais à quelle fac du coup? Alors, j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai fait une première année de philo à Tolbiac. Ok. Je connaissais des personnes avec qui on discutait de ces sujets-là, mais jamais en cours. Ok. Ensuite, ma deuxième année, avec le Covid, il n'y a pas eu forcément de présence en classe. Ok. C'est ça un peu le problème en fait qu'on a rencontré avec Cynthia. Ouais. C'est que, enfin justement cette exposition qu'on vous incite à aller voir si vous avez pas compris. C'est gratuit hein, donc. C'est gratuit pour tout le monde, les cousins. Les cousins, les grands-mères, allez. Les grands-mères, voilà, avec mamie. Ouais. Et bref, en fait c'est une question, l'histoire de l'homosexualité, du lesbianisme qui est pas du tout abordée, et donc du coup de la communauté LGBT dans son ensemble, j'en parle même pas. Perso, j'ai eu un cours d'histoire du genre en lettres et arts. Ouais. En fait, on a eu un lieu libre et moi j'ai choisi histoire du genre. Okay. Et en fait, les périodes du coup c'était plutôt l'histoire moderne et l'histoire médiévale pour le TD. Ouais. Et en fait, c'était très intéressant quand même, tout de même, parce qu'on a étudié un peu l'histoire, c'est pas forcément ouf de dire ça, mais l'histoire des femmes, entre guillemets, même si l'histoire du genre et l'histoire des femmes, c'est différent. Mais là, on étudiait surtout le destin de femmes, etc. Comment le genre féminin pouvait influer sur elles, quoi. Okay. Mais pareil, on parlait pas trop de personnes LGBT, à quelques occasions. Mais c'est un programme de découverte un peu. En fait, on étudiait du coup la masculinité aussi, tu vois, mais genre en gros le masculin, le féminin. Mais on parlait pas des sexualités ou de transidentité ou quoi que ce soit. C'était pas du tout le thème. Okay. Et c'est ça que je trouve dommage globalement dans les études de genre en France. C'est qu'il y a un trou un peu au niveau des LGBT. Parce qu'on parle pas du tout d'eux. Enfin, de nous, de notre passé. Et même dans les masters spécialisés, on parle essentiellement des femmes. Ouais, alors, me concernant, c'est vrai que moi, j'en ai absolument jamais entendu parler dans mon parcours scolaire, donc en histoire, au lycée, etc. Par contre, alors j'ai choisi une option dans mes études de psychologie en 3e année, donc dernière année de licence. C'était sur la déconstruction des inégalités liées aux minorités. Et donc du coup, on a eu des cours vraiment brillants d'un prof qui était fantastique. Et vraiment, il nous a parlé de l'histoire LGBT de manière hyper riche. Justement, pendant qu'on tournait le premier podcast, j'avais pas eu ces cours-là. Et juste après, j'ai eu ces cours-là, et donc du coup, c'était super. Mais je pense encore que ça fait partie d'une sorte de petite minorité d'étudiants, tu vois, en France, qui a vraiment ces cours-là. Il faut vraiment être curieux, comme toi qui as pris cette option-là, tu vois. Ouais, faut vraiment farfouiller, quoi. C'est ça. C'est surtout des trucs en anglais sur l'histoire américaine, donc voilà, là, pour le coup, le sujet de la déportation, pour revenir à notre sujet de base, il y a très peu de ressources et c'est vrai que cette exposition-là, elle est destinée à tout le monde, mais en vrai, quand on est allé à l'exposition avec Paul, il y avait que des gens LGBT, genre ça se voyait. Clairement, c'était un regroupement de gens. En plus, on se savait, tu vois, genre on se regardait dans l'ascenseur, on était genre, voilà. C'est vrai. C'est vrai, genre il y a vraiment ce truc de communauté en fait, au final. Et donc, c'est un peu dommage en vrai, je sais pas, que ça soit, tu vois, des gens investis, tu vois, dans la communauté qui s'intéressent à ça et qu'au final ce soit pas vraiment diffusé. C'est vrai que de manière générale, tu vois, bon, on est 3 et sur 3 et on a 2. Bon, en vrai, on n'est pas très représentatif de tout le monde, tu vois. Mais bon, voilà. C'est un peu dommage. Ouais, comme on en a discuté la dernière fois avec Céline, c'est pas systématique de s'intéresser à cette histoire-là, même quand t'es LGBT, ouais, quand même t'es dans la lesbienne, communauté, gay, ouais, c'est sûr. C'est pas du tout systématique. Et sûrement, ce qui fait qu'il n'y ait pas eu peut-être beaucoup de monde à cette exposition, c'est peut-être qu'en effet, l'histoire des LGBT, durant la Seconde Guerre mondiale, les hétérosexuels ne la connaissent pas du tout, voire même ne sont pas au courant, et même des adultes d'un certain âge, d'une certaine génération, ne s'y connaissent pas non plus. Donc cette exposition, pour eux, ils comprennent pas, ou soit ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs que porte cette exposition, c'est peut-être ça aussi, et ça
peut-être être aussi une conséquence par rapport à l'éducation des enfants à l'école, etc. De ne pas avoir de représentation ou de cours sur l'histoire des LGBT. Et c'est peut-être aussi une incidence sur, par exemple, ça. Donc, ce qui fait qu'en effet, peut-être que lorsque vous êtes allé en effet à votre exposition, c'était surtout en fait des gens LGBT parce qu'ils connaissaient l'histoire et que pour les hétérosexuels, ça paraît plus loin. Ouais. Et ça paraît plus... Je pense que c'est deux raisons, parce que déjà, comme tu disais qu'il y a peu de gens hétérosexuels qui s'y intéressent ou qui diffusent ce savoir-là, cette connaissance, c'est aussi parce qu'il y a peu de recherches, peu d'archives, on va en parler après peut-être, des archives. Et aussi, il y a une forme de crainte des parents d'élèves, elle veut rien dire cette crainte, mais que les profs fassent une sorte de propagande LGBT, tu vois, dans les écoles, tu vois. Je sais pas si ça peut être une propagande, mais peut-être qu'aussi les professeurs sont pas formés pour peut-être parler des questions LGBT. Mais après, il y a des gens qui font un programme scolaire. Et donc, du coup, quand ils choisissent de parler des minorités tziganes, etc., des déportés, de manière générale, on parle pas il y a une grosse... On parle pas du tout des homosexuels. Ouais, il y a une invisibilisation. Il y a une invisibilisation. C'est pas ce qui s'est passé à propos d'eux, leur sort différencié et tout. C'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que la reconnaissance des déportations des homosexuels date de très tôt encore. C'est vrai que ça date de Lionel Jospin, donc ça date de... Oui, c'est les années 2000. Hein. Voilà, c'est les années 2000, donc c'est vrai que c'est encore très tôt. Donc, alors, c'est encore très tôt. Ça peut être déjà très long. Tout dépend du point de vue. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un problème, certain, à l'éducation nationale, de toujours taire les problèmes. Si je peux me permettre, j'ai lu un article dans Libération, justement, qui aborde ce sujet-là. Et en fait, qui explique qu'en 2018, tu as eu un master vraiment sur l'histoire homosexuelle ou queer, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, il expliquait, le gars, c'était un sociologue, je crois, mais en fait, que c'était pas possible en France, parce que justement, en fait, dès que tu fais des études comme ça, dès que tu fais des... Enfin, en France, il y a cette volonté un peu d'universalisme, d'une histoire, pas reliée à des minorités, parce que de toute façon, on voit bien que même l'histoire juste des femmes, on n'en entend pas parler. Donc les homosexuels, les lesbiennes, les LGBT, c'est mort. On choisit les héros de guerre en fait. On choisit à qui on veut porter la mémoire en fait. Et donc du coup, on met de côté toutes ces minorités-là qui sont un peu silencieuses, tu vois, au final. En France, il y a un gros problème structurel un peu dans l'université à ce niveau-là, qui est dit dans l'article. Parce qu'en gros, il n'y a pas d'études gays et lesbiennes ou queer LGBT qui sont regroupées. En fait, c'est juste... d'ailleurs, dans l'article, il disait qu'entre les années 70 et aujourd'hui, ou quelque chose comme ça, t'avais genre une centaine de thèses qui avaient été émises sur le sujet. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Et particulièrement sur les lesbiennes, y a rien du tout. Enfin, j'avais cherché à Diderot un bouquin spécifique sur les lesbiennes, j'en ai trouvé un parmi une cinquantaine de bouquins d'études du genre. Donc c'est... Enfin il y a un problème de... quand on s'intéresse aux études de genre, en France en tout cas, c'est surtout des trucs sur les gays qui sont faits. Et en fait, pas tellement sur cette histoire gay, plutôt des trucs en sociologie. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, on voulait rebondir sur le fait que on parle pas beaucoup des homosexuels à la déportation, certes. Je sais pas pour toi, Marc, mais moi, quand on me parle des homosexuels dans l'histoire, je pense tout de suite à l'Antiquité, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image, tu vois, de l'idéal, je sais pas si c'est vraiment un idéal homosexuel, genre cette libération en tout cas de l'homosexualité dans l'Antiquité. Alors disons que c'était vraiment pas la même chose, et je pense que par exemple des hommes étaient en couple avec des femmes, ils étaient mariés, le critère habituel, normal, être en couple avec une femme mariée, etc. Mais par contre, certains hommes avaient en effet des relations avec d'autres hommes, mais ils n'étaient pas quantifiés comme couple, ils n'étaient pas quantifiés, ils n'étaient pas appelés comme homosexuels. Et c'était dans le cadre d'une éducation sexuelle, un peu genre, ok, on va éduquer les jeunes au cul, mais pour être des vrais hommes, et genre quand t'étais un homosexuel... Quand tu étais affirmé homosexuel sans femme, tu étais puni. Tu avais une punition. Tu étais... Tu vois, donc... il y avait une punition, une condamnation.
Enfin, c'est pas du tout le modèle par rapport à aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr. C'est pas Mais, le couple homosexuel, mais c'est l'homosexualité, tu vois, tout seul. Ah, c'est pas vraiment l'homosexualité, Mais parce qu'il y a des femmes. Enfin, l'homosexualité. Non, les lesbiennes. Oui, non, voilà. d'accord, je comprends. Mais les c'est pas relations l'homosexualité sexuelles, masculine. enfin les relations homosexuelles, tu vois, c'est ça dont je parle, tu vois. Et bah, c'était une forme presque d'élitisme, tu vois, contrairement à dans les années 30, etc., tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est Oui, que quand genre on parle qu'il y a dans eu l'histoire qu'il y a eu beaucoup de fluctuations, tu vois, et il y a peu d'histoires sur l'homosexualité médiévale, enfin, tu vois, genre... Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on parle que de ça, et on parle juste de ça, en fait, tu vois. Après, ce serait un anachronisme de dire que l'homosexualité est la même dans l'Antiquité par rapport à aujourd'hui. Alors, en C'est plus, sûr. il- Mais la représentation et tu vois, la vision qu'on a de ça, de ces parce que relations. c'est une vision qui est un peu, alors je veux pas dire tordue, mais qui est un peu fantasmée. Savoir qu'on a d'une époque d'or de Ouais, l'Antiquité c'est ça. où on pensait à une grande tolérance ou à une Mm. grande acceptation de l'homosexualité, ce qui est pas vrai Mm. du tout. C'est juste qu'en fait, les modes de vie n'étaient pas du tout les mêmes que les nôtres et qu'il était admis qu'un homme marié avec une femme puisse avoir des relations homosexuelles avec un autre homme qui soit Mineur. âgé ou même Parce qu'il y a eu la pédérastie. âgé ou même mineur, donc en effet ce qu'on va appeler ensuite la pédérastie, c'est l'origine du mot pédé. Ouais. Et justement, c'est qu'il y avait cette relation entre l'homme, ce qu'on appelait l'homme mûr, et avec l'homme, avec le jeune. La pédérastie, ça se retrouve dans même dans beaucoup de romans. Par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Thomas Mann, qui a écrit La mort à Venise, et qui parle en fait d'un professeur qui part en vacances à Venise et qui tombe amoureux d'un jeune adolescent. Ok. Donc, et lui, il y a un écart d'âge qui est quand même assez considérable, et surtout il est mineur. Et donc, donc il y a toujours ce rapport un peu homme mûr et homme plus jeune, enfin jeune homme, jeune adulte. Mm. Et c'est vrai que ça, par contre, ça comment dire, on va dire ça C'est ça existe qui est toujours, mais fantasmé en fait. voilà, c'est qu'on a cette ça idée qui est de, fantasmé. voilà, on a un cliché sur l'Antiquité. Alors je sais Ouais, pas. genre, ouais, ils Je sais étaient pas hyper du tout. tolérants, ils couchaient Voilà. avec tout le monde, Mais- ils étaient tous bi. Voilà, mais non, pas du tout. C'est vrai. C'est parce qu'en fait, on a un cliché assez ancré dans l'Antiquité. Alors peut-être dû aussi, alors Mm. on va jeter la pierre sur l'éducation nationale toute la journée, mais peut-être du fait des cours que l'on avait sur C'est vrai, l'Antiquité, on avait peut-être Ouais. une vision assez Moi, c'est erronée comme ça de- que je l'imaginais, tu vois. Mais c'est ça aussi. Enfin, déjà, pour moi, il y a un problème aussi au niveau des termes. Parce que justement. Et il y a- pas des bains, hein, De des quoi termes. Non, t'as pas la ref. Il a pas la Les ref. termes, les bains romains. J'ai pas compris. C'est pas grave, je t'expliquerai en off. Mais en gros, genre, ouais, justement, bah là, enfin, dans des cas comme Jules César ou je sais pas qui, enfin, Ouais. genre des gens de l'Antiquité, des mecs de l'Antiquité, bah, genre, pour moi, on peut pas parler de modèle homosexuel, déjà c'est anachronique, mais Ouais. ensuite, bah, parce que c'est plutôt juste un modèle bisexuel. Genre, Oui. c'est des mecs qui Ouais, avaient ouais. une femme et un mec en même... Enfin, je veux dire, les bis, ils vont pas forcément un mec et une femme en même temps. Mais en l'occurrence, c'était plus bisexuel que homosexuel. Et même encore bisexuel, on peut interroger sur la. On Oui. peut se dire si c'est juste des relations à coup de vent, est-ce que vraiment on peut parler Ouais, de ouais. bisexualité, on peut vraiment parler d'orientation sexuelle, ou est-ce que c'est juste, c'était vraiment une sorte d'acquis, voilà, et que ça posait pas de problème, et que, vraiment on parlait pas d'orientation sexuelle alors à cette époque-là. Ah et- non, bah ils sont... C'est vrai. Voilà, c'est peut-être nous aussi qui faisons pas cette erreur, mais peut-être par rapport c'est peut-être nous qui commettons un anachronisme en Ouais, disant, on transpose base- nos termes. voilà, en transphasant nos termes à des situations qui n'étaient pas du tout C'est les vrai. mêmes que les nôtres à l'époque. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur le titre de l'exposition. Parce que moi, ça m'a choqué, entre guillemets, au début, vous voyez, parce qu'en fait, ils ont appelé l'exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi? Enfin, c'est con, genre, parce qu'il y a ce truc, dans la société, t'as une invisibilisation des lesbiennes, parfois, genre, on dit homosexuel, mais en vrai, on pense direct aux Ok, hommes, ouais. aux hommes gays, mais en même temps, les lesbiennes, c'est aussi des homosexuels. Ouais. Mais du coup, j'étais en mode, mais pourquoi ils mettent homosexuel et lesbienne? Parce que les lesbiennes, c'est aussi des homosexuels. Mais en fait, à l'époque, c'est là l'importance des termes. Ouais. Parce que, en fait, juste le mot gay, je pense qu'il n'était pas utilisé dans l'Europe nazie, et ça aurait été anachronique de l'utiliser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et juste, c'était homosexuel qui était utilisé, et d'ailleurs, lesbienne, on va peut-être en parler plus tard, mais Vas-y, on va rebondir. vas-y, rebondis. Mais voilà, lesbienne, c'est deux traitements différents de l'homophobie. Complètement. Tu veux... Vas-y, je lis la deuxième question, justement.
Marc et Paul, saviez-vous que le lesbianisme n'a pas été criminalisé dans l'Allemagne nazie, contrairement à ce qui était inscrit dans le paragraphe 175 justement du code pénal allemand, qui a été instauré de 1871 à 1994. Et donc du coup voilà, en fait on s'est rendu compte dans l'exposition que le sort des femmes il était très différent, et que elle devait entre guillemets juste se cacher pour être tranquille, ou faire semblant avec des mariages blancs, etc. Et pourquoi le lesbianisme choquait moins ? En fait c'est le constat qu'on s'est fait, c'est l'histoire en fait. Moi je pensais que tout le monde était dans le même panier, tu vois. Quand je suis allée dans l'exposition, je me suis dit, ok, bon, gays, lesbiennes, ils étaient tous, criminalisés. Hop là. Alors qu'en fait, pas du tout. Et il n'y a jamais eu de loi sur la criminalisation des lesbiennes, en fait. Qu'est-ce que ça vous fait comme info ? Vas-y. Non, je ne savais pas d'ailleurs que les relations, le lesbianisme n'a pas été criminalisé, je ne le savais pas du tout. Par contre, ce que je savais, c'est qu'en effet, les relations homosexuels entre hommes étaient en effet criminalisés, punis et les gens étaient déportés. Ouais. Donc ça, je ne le savais pas du tout. Par contre, alors pourquoi Alors, je ne sais pas du tout si c'est une réflexion, mais je pense qu'on accorde... on a dans notre imaginaire collectif ou dans nos clichés, nos représentations, que les hommes, ça représente la virilité, ouais. Une certaine posture sociale, et que avoir une relation avec un autre homme, c'est un peu bafouer une certaine virilité ou bafouer une certaine image de l'homme. Alors qu'on va se dire, une relation entre deux femmes, bon... C'est de l'amusement. Ouais, c'est des copines. C'est ça. Non mais c'est vrai. C'est pas sérieux, c'est pas voilà. Ouais. Donc je pense qu'on a surtout cette image ancrée que l'homme viril qui couche avec un autre homme, c'est une atteinte à la virilité de l'homme et et c'est plus grave. Ouais. Alors que deux femmes qui font un câlin, qui se font un bisou, qui font ce qu'elles font. Mais même aujourd'hui, c'est moins. Même aujourd'hui. Ouais. Même aujourd'hui. Et ça a jamais été autant. Enfin, c'est encore plus flagrant aujourd'hui dans les. Malheureusement dans les violences et les agressions, c'est très souvent en vrai des homosexuels hommes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont amies, qui se tiennent la main ou qui se tiennent et ça ne pose absolument aucun problème. Par contre, que deux hommes se tiennent la main, ça pose un problème. Ça compte. Et justement, tu l'as pas précisé toi, t'as pas précisé ton orientation sexuelle, Marc ? Moi, je suis gay. Ok, donc je précise que Marc est gay. Non mais parce que... Je précise, c'est assez... il y a un gay ici. C'est vrai. Non mais c'est parce que en vrai, on peut parler de nos expériences. Moi je sais que en tant que lesbienne, voilà, c'est dit, quand j'étais en relation avec des meufs, il y avait des mecs qui nous embêtaient dans la rue, mais jamais... c'était d'une grande virulence, tu vois, on nous embêtait, on nous donnait, on faisait des réflexions hyper reloues, mais ça a jamais été vraiment des agressions physiques. Et du coup, je sais pas, quel est votre le regard que vous avez, quel est le regard des autres sur votre sexualité ? Est-ce que vous sentez que c'est plus virulent ou je pense je sais pas, il y a plein de gays qui disent que de personnes même qui imaginent que le lesbianisme c'est plus accepté que l'homosexualité masculine. Donc ça a toujours été le cas en fait. Ouais, mais en fait, justement, je pense que c'est une vision qui est biaisée parce qu'on l'a bien vu dans cette expo-là. Ces femmes-là, quand même, elles devaient se cacher, et même s'il y en a peu qui ont été déportés, tu te rappelles, à un moment, ils montraient une de ces lesbiennes, justement, qui avait eu qui a fini dans un camp, je crois, il me semble. Okay. Mais en gros, il montrait que le régime nazi de l'époque, en fait, il considérait que... pas tellement pour l'homosexualité en tant que telle, mais plutôt parce que ces femmes-là, en fait, c'était des déviantes, des asociales. Exactement, elles avaient le triangle noir, donc le triangle qui représentait les asociaux, donc au même titre que les tziganes, les alcooliques, les malades mentaux, les handicapés, tu vois, c'était
c'était un package, quoi. Genre, les asociaux, c'était... Et les lesbiennes en faisaient partie, et elles étaient souvent arrêtées pour des motifs qui n'avaient rien à voir avec leur homosexualité, finalement. Donc, parfois, elles étaient arrêtées pour, justement, des déviances, des autres que leur sexualité, en fait. Mais il y en a une... genre qui... Enfin, il y en a de certaines qui... Parce que t'avais de la presse lesbienne à l'époque et tout. Et c'est important de le préciser parce que cette presse lesbienne, elle était aussi différente de la presse gay. Enfin, c'est vraiment des sous-cultures qui évoluaient dans des espaces différents. Il y avait des bars lesbiens, des bars gays, etc. Et bref, une de ces femmes qui avait collaboré à un journal et qui, en fait, était une lesbienne masculine, quoi. Ouais. Enfin, une butch entre guillemets, mais c'est pas du tout dans le contexte parce qu'elle est française, enfin elle était pas française mais elle était européenne et tout, mais bref, une lesbienne masculine, et en fait elle a été déportée parce que justement ils considéraient qu'elle correspondait pas à l'image de la bonne femme, de cette mère de famille tendre avec son époux qui reste femme au foyer, etc. Et en fait c'était pas tellement pour... Enfin c'était ce qui incombait au lesbianisme, en fait, échapper aux hommes, quoi. En gros, une lesbienne, tant qu'elle était à la maison avec son mari et qu'elle faisait des bons à rien, tant qu'elle faisait des enfants et qu'elle elle contribuait à cette société arienne, elle avait aucun problème, en fait. C'est pour ça que ça posait moins de problème. Si c'est une bonne épouse et qu'elle fait des enfants, on lui reprochait rien du tout, finalement. Même, il y en a... Enfin, ça, c'est un truc qui était très intéressant. C'était genre l'historienne Suzanne Robichon, dans le documentaire, elle disait justement qu'il y en a qui étaient obligés de se travestir, entre guillemets. Ouais. Et en fait, en femme, voilà, des en femmes femme, qui se déguisaient en femmes. Parce qu'en fait, c'était genre des lesbiennes masculines qui traînaient dans les bars lesbiens et tout. Et en fait, elles ont récupéré les codes sociaux féminins pour passer en société, quoi. Et des fois, elles se sont mariées avec des hommes, parfois qui étaient gays. C'est cocasse quand même. En effet, c'est assez cocasse. Mais c'est ce qui représente bien au fond la société de l'époque, c'est-à-dire que on considérait que les relations lesbiennes c'était vraiment quelque chose qui n'était pas très important, et tant qu'elles reproduisaient, qu'elles se reproduisaient avec des hommes et qu'elles créaient en effet, comme tu as dit, de bons à rien, enfin des enfants, ça allait. Parce qu'il y avait pour Himmler en particulier, qui a été un très grand opposant, qui a vraiment beaucoup fait pour la traque des homosexuels, pour lui c'était vraiment une épidémie. Pour la race aryenne, c'était vraiment un problème, parce que c'était un problème de reproduction et que pour eux c'était une atteinte à la population aryenne et que ça pouvait mettre en danger la population allemande. Donc c'est pardon. Oui, vas-y. Non, dans l'expo, il disait qu'en fait le système nazi, il considérait que les lesbiennes, en fait, les couples lesbiens, c'était même pas une menace. Genre en gros, l'homophobie, en fait, elle se liait au sexisme. Parce qu'ils étaient en mode, ok, c'est juste des petites femmes, c'est bon, elles font leur truc. Puis si elles dérapent un peu, hop là, on les recadre et c'est bon, quoi. Ou soit on leur met une étiquette, enfin on leur... Mais le triangle. C'est ça, on la met dans une case qui correspond pas, et puis voilà. C'est aussi la place, malheureusement, la place qu'avait là aussi la femme et le sexisme qui régnait, qui est toujours présent aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui montre que l'homophobie, la transphobie peut avoir des liens clairs avec le sexisme par rapport aux femmes, ça c'est clair. L'intersectionnalité. Ouais, l'intersectionnalité. C'est ça qui était... Enfin même c'est un truc qu'on peut globaliser aux gays aussi, aux homosexuels masculins. Ouais. Mais en fait, tant que t'étais un bon homosexuel ou une bonne lesbienne qui faisait pas trop qui folle, pas quoi. trop, qui faisait pas trop les fous, ça passait, quoi. Enfin, tu pouvais... en fait, c'était pas systématique, cette déportation. C'était pas comme les juifs ou d'autres populations, quoi. Tu fais la troisième ? Ouais. Allez. Non, en gros, avec Cynthia, justement, on se posait la question... Enfin là, c'est un terme important. On va poser le terme de fierté. C'est un peu simple de dire ça, mais il y avait une sorte de honte, entre guillemets, à l'époque. Ouais. Il fallait se cacher. Les bars gays, lesbiens étaient fermés, etc. Alors ça dépend, parce que en Allemagne, et surtout à Berlin, c'est là où il y avait le plus d'endroits et de rassemblements gays
à l'époque, dans Oui, les parce années que- 20, 30. Parce que Berlin était reconnu comme étant une ville, alors entre guillemets, plus sûre, mais vraiment entre guillemets, hein, plus sûre pour les homosexuels, que ce soit lesbiennes ou gays, en effet. Berlin avait une réputation d'être un peu plus, alors anachronisme encore, un peu plus gay-friendly, même si c'était pas Ouais. forcément le cas non plus, faut pas dire que c'était pas non plus encore aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ça, au fait que globalement, il fallait se cacher pour pas être Ouais. dégommé, quoi. En fait, on se demandait, est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut dire qu'on a retrouvé ou même qu'on a créé en fait une sorte de fierté? Ou est-ce que c'est encore une lutte de tous les jours? Alors, c'est une question qui est quand même assez complexe, mais je pense qu'il y a encore de très gros problèmes par rapport à l'homophobie, transphobie, enfin Ouais. tout ce qui Ouais. s'ensuit. Je pense qu'il y a toujours un problème de lutte, il faut toujours lutter contre des raisonnements homophobes, mais qui sont un raisonnement qui est tellement basique, qui est tellement Arriéré, ouais. parce que Ouais, ça ouais. date depuis longtemps. C'est vrai. Oui, il y a toujours un besoin de lutter et de montrer que la communauté LGBT, elle existe, et qu'elle existe au même droit que d'autres communautés, ou même la France en Ouais. communauté, enfin voilà. C'est clair qu'en effet, oui. Après, on peut parler de fierté, parce qu'il y a quand même une histoire LGBT, très claire, À défendre, hein. à défendre, et que oui, c'est en effet une fierté, et qu'il faut être plutôt fier de cette histoire-là, et cette histoire-là, surtout, comme elle n'est pas très enseignée, et comme elle est très rare, il faut pas la perdre. Faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, et c'est important, justement, le devoir de mémoire, que ce soit alors le devoir de mémoire très généralisé sur la Seconde Guerre mondiale, mais comme aussi les devoirs de mémoire sur les LGBT, victimes, les tziganes, etc. ouais, les victimes homosexuelles, qu'elles soient masculines ou féminines. Mais oui, en effet, il faut être assez fier de l'histoire que l'on porte toutes et tous. Après, on peut la porter de manière très différente. Moi, je sais que je suis pas très, par exemple, je suis pas très activiste dans le... Ouais. Voilà, mais ça n'empêche pas de me renseigner parfois sur un peu l'histoire LGBT, même si je suis pas un spécialiste, même si je pense pas être non plus très... Des fois, j'ai des grosses lacunes sur... voilà, ça, Comme tout le monde, hein. voilà, j'ai de très grosses lacunes, voilà. Mais c'est vrai qu'en effet, il faut être fier de son histoire, il faut être fier de l'histoire qu'on porte, et il faut être peut-être fier quand même du chemin qui a été parcouru. Donc, je pense que c'est une lutte qui est très récente. Parce que l'homosexualité a été sortie de l'OMS comme une maladie mentale qu'en 95, enfin quelque chose comme ça. Exact. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très récent. C'est ça qu'ils ont marqué aussi dans l'exposition. Qu'en soi, même, c'était compliqué de comptabiliser en France les victimes de l'homophobie et de la lesbophobie à l'époque. Parce que, justement, en fait... quand ça s'est fini, tout ce schmilblick là, enfin genre en cette fait, histoire en fait il y avait encore des lois homophobes oui. en France. Jusqu'à très tard, ouais. Et voilà, l'homophobie, l'homosexualité, le lesbianisme qui était encore considéré comme une maladie mentale jusqu'en 90. Et en fait, les gays et les lesbiennes, en fait, qui étaient potentiellement déportés, ils pouvaient pas en parler en fait. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que l'homosexualité était toujours considérée soit comme un crime, soit comme une déviance à soigner, enfin voilà. De pas bien, quoi. Voilà, quelque chose de pas bien. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui a tardé à faire parler de la mémoire homosexuelle. En fait, il y a eu beaucoup d'éléments. En fait, d'ores et déjà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, très clairement, il y a une mémoire qui est institutionnalisée et qui dit alors la mémoire c'est comme ça que ça s'est passé, point. Et on a occulté beaucoup de choses, même par rapport aux juifs, par rapport aussi aux actes que certains résistants ont commis contre des femmes. Donc c'était l'épisode des femmes tondues. Même les résistants et enfin les réseaux de résistants ont eu se sont conduits de manière aussi très alors là je vais me faire engueuler si je dis ça, mais se sont aussi mal comportés qu'auraient pu être les Allemands. Et donc il y a une mémoire aussi qui s'est installée, qui a été dirigée quand même par le gouvernement français, par De Gaulle. Donc déjà la théorie du glaive et du bouclier. Voilà, en effet. Et on se rappelle les cours d'histoire de terminale. Les cours d'histoire du terminal. Et donc on oublie tout un passé, on met une mémoire officielle et on occulte beaucoup d'autres petites mémoires. Enfin, d'autres petites mémoires. En tout cas, numériquement parlant. Voilà. Oui, numériquement parlant, on oublie... les handicapés, les tziganes, les homosexuels, et voilà, pour une mémoire qui est très généralisée.
Alors, on estime quand même qu'il y a à peu près 50 000 individus qui ont été poursuivis pour homosexualité, surtout au Troisième Reich, de 33 à 45. Donc voilà, au moins il y a une estimation un peu qui a été donnée par l'exposition. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que genre selon Oui. les pays, c'était pas la même chose et Ouais, tout. Et genre ouais, en ouais. France, je crois il y a genre eu 100 personnes déportées. Hein. Ah ouais, Enfin vraiment très très peu. une centaine, ok. Ouais, c'est parce qu'il y avait des lois différentes et que genre le paragraphe justement 175, bah je crois qu'il n'était pas appliqué dans la partie de la France qui n'était pas occupée. Concerné. Ah ok, d'accord. Donc ça... Mais après, il y avait quand même les oppressions, etc. Donc faut pas Ouais. oublier ça. C'est quoi la 4 ? Juste, je pensais mettre le petit élément que je voulais mettre du coup dans la question 2. Parce que je pense qu'il a Ouais. bien sa place. Bah si t'as... Ouais, ok. Alors, si ça rentre avec... c'est quoi la... Attends, les archives LGBT. T'inquiète, je vais le Ouais, faire ok. rentrer. Je sais pas, débrouille-toi. Mais en gros, bah justement... Enfin après, je pense qu'il faut pas... voilà, comme comme l'a dit une personne... Bon bref, que nous connaissons, nous rebondissons. Vas-y. Bref, bah en fait, voilà, faut pas mêler non plus faut pas entremêler totalement le militantisme et l'histoire, parce que l'histoire, quand même, ça doit rester quelque chose d'objectif, entre guillemets, ouais. utiliser des documents, etc. Mais, et voilà, il y a une différence à faire entre la mémoire et l'histoire, aussi. Exact. Parce que la mémoire, il y a une part de subjectivité. Mais ça me semblait intéressant à dire quand même. Bah, en fait, depuis 20 ans, il y a des débats justement sur la création d'archives LGBT à Paris. Et en fait, c'est super actuel en ce moment parce que la mairie de Paris, bah, elle a donné un local, mais en fait qui était ridicule et du coup qui pouvait rien contenir. Et en fait, bah, en plus, ils étaient en mode ok, non, les associations, c'est mort, vous tiendrez pas ça. Et en fait, j'ai fait des petites recherches pour comprendre un peu pourquoi. Enfin voilà, ils voulaient pas et tout. Et du coup, bah, je pense que c'était pour conserver cette part de ok, objectivité et tout machin. Mais Parce que c'était des activistes homosexuels qui voulaient faire cette exposition-là. Le centre d'archives, ouais, c'était en gros des associations mais spécialisées dans les archives qui voulaient. Et c'est pour ça que le travail de mémoire était censé quand même rester un peu objectif. Ah, c'est ça. Travail d'archives historiques. Ouais, c'est ça. Mais en gros, j'ai regardé une vidéo vite fait sur le sujet de Sam Boursier, qui est un universitaire lillois. On mettra les informations. Les infos dans la barre de tâches. Et en gros, bah en fait, il disait un truc super intéressant, au-delà du communautarisme ou je sais pas quoi, dont on pourrait avoir peur. Bah en fait, il disait juste que sinon, ça allait être relégué à genre des archives régionaux ou je sais plus quoi, ou nationaux. Et en fait, bah, les archives nationaux, justement, les archives nationales, bah, elles ont d'autres choses à faire que s'occuper des petits archives LGBT. Ouais. Et en fait, c'était cette volonté de tout centraliser et enfin, les assos LGBT, je pense qu'elles avaient cette volonté de tout centraliser et ok, bah, elles s'occupent que de ça. Donc c'est bien quoi, et ça crée des emplois, machin. Ouais, je vois, ok. Donc, et aujourd'hui, du coup, c'en est où c'est encore en débat justement, et il y a des débats justement même par rapport à à la place donnée à chaque lettre. Parce qu'en fait, on se demande, ok, mais comment on va faire pour créer une catégorie pour chaque lettre, pour le L, le G, le B, le T, le plus, comment on fait Le plus. Ouais, le plus, il est là aussi, hein. Faut pas l'oublier. Et même, il y avait des archives, les archives lesbiennes, justement, qui avaient peur qu'il n'y ait pas assez de place donnée aux lesbiennes. Ok. Et notamment, ça peut se retrouver ici, en fait, parce que en fait, il y a eu très peu de recherches sur la déportation lesbienne ou sur les discriminations faites. Et c'est vraiment une poignée de personnes qui s'intéressent à ce travail-là. Hein. C'est ça. Bah, on a galéré à trouver un invité, donc voilà. Quelqu'un qui se sente un peu concerné, même de loin, au final, c'est assez rare quand même. Hélas. Oui, on se disait aussi que cette éducation en fait de l'histoire LGBT, elle se faisait surtout
par l'art plutôt qu'à l'école, avec les anciennes et actuelles icônes gays et qui sont présentes dans les films, dans le milieu de la mode, dans la musique, etc. Et du coup, on voulait savoir, est-ce que tout le monde est concerné du coup par cette histoire LGBT? Qu'est-ce que tu penses, toi, Marc, de cette culture un peu? Est-ce que toi, tu te sens concerné? Je vais essayer d'y répondre. Pendant un bon moment, Ok. il est clair que j'ai pas du tout été concerné par l'histoire LGBT, enfin non, pas du tout. D'accord. Ça me... Ok. Je me disais, moi je suis gay, ça s'arrête là, Mais tu point. vis ta Ça vie, fait pas ma vie, ça fait pas ma personne, ça ne fait pas ce que je suis, ça me Ok. fait... Pour moi, être gay, c'est comme si j'étais... Bon, alors ça va peut-être être un peu... Comme ta couleur de cheveux. Comme ma couleur Un de peu. cheveux, ou comme si pour moi avoir une relation avec un homme, c'est normal, comme si c'était une relation Ouais, homme-femme. Enfin, je me Ok. posais pas la question. C'est pas quelque chose que tu revendiques. Voilà, c'est pas quelque voilà. chose que je revendiquais, D'accord. même si c'était quelque chose dont je ne parlais jamais. Donc Ok. voilà. Après, c'est en venant sur Paris, en faisant des rencontres. Coucou, J'ai homosexualisé. Voilà, il m'a homosexualisé, ouais. Et, c'est Pas en... que toi, hein. Il fait ça à tout le monde. les foules. Le magicien. Non, mais c'est vrai qu'en c'est en venant sur Paris et en rencontrant notamment Paul, Ouais. en rencontrant aussi mes d'anciens camarades de fac, en effet, en parlant des causes LGBT, je me suis intéressé justement un peu à l'histoire LGBT, à l'histoire des gays, parce que je suis gay, donc en premier je vais faire ce que je connais à peu près un peu, Ok. et encore. Ouais. Et après, c'est en diversifiant et en faisant par moi-même des recherches. Donc d'abord, c'est les rencontres. Oui, et d'abord, ensuite, c'est des recherches. c'est les rencontres, c'est en parlant. Ok. C'est en parlant, et ensuite c'est mes petites recherches de mon côté. Ensuite, il est très clair que l'art a pris une très grande importance, en tout cas pour... Et l'art permet de s'adresser à tout le monde finalement. L'art, c'est Parce que tout le monde a en tête des icônes, tu vois, de la mode, de la des musique, icônes etc. gays, Gaga. Oui, ouais. David Par Gaga, exemple, oui. Même Dalida. David Bowie. Dalida, aussi. ouais, c'est vrai. Il y David en a Bowie. plein. Il y a Queen, il y a. Bah même Enfin, Freddie Mercury. la princesse Diana. Oui, qui était... Ok. À un moment, c'était une icône gay un peu parce que elle a beaucoup milité Défendu, dans cette le cause. sida et tout à l'époque du sida. Ok. Donc, Il y avait David Bowie aussi, il me semble. Qui... Ouais. Voilà. on a plein. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'en effet, la culture LGBT+, elle passe en effet par l'art, enfin l'art en sens vraiment très global, que par l'école, l'éducation, ça c'est clair. Et en plus, l'art, c'est quelque chose qui est très personnel, donc ça doit venir de soi, c'est pas l'art qui vient à nous, c'est nous qui allons vers l'art. Ça dépend, hein, en vrai. Parce qu'on peut tous écouter une musique et s'enjailler sur du Lady Gaga sans être gay. Et au final, on commence à s'intéresser à toute la culture LGBT, à regarder des séries, à regarder des films. Et puis tout doucement, on commence à connaître... on glisse. Tu vois. Justement, Non, mais c'est vrai, on peut s'intéresser à la cause LGBT par la musique, par plein de Ah choses. oui. Justement, c'est parce que c'est toi qui viens Voilà, c'est naturellement et voilà, On peut tomber dessus. on peut oui. Lors Ah d'une oui. exposition. En effet, on peut tomber. Ça nous tombe dessus. En effet, ça tombe dessus ou tu tombes sur quelqu'un qui. Enfin, Voilà, voilà. Et donc, T'homosexualises. voilà. Qui te lesbianise. c'est ça. Non, mais c'est vrai Mais qu'en c'est une tout porte cas, d'entrée plus... en tout plus cas, l'art, facile. c'est clair que c'est une très grande porte d'entrée, en tout cas, pour amener à être curieux et à s'informer sur la culture LGBT, sur l'histoire Ouais. LGBT+. Elle a plus Bah, été diffusée par ce biais-là, je trouve. Tu vois, Bah, par l'esthétique, par l'art, Ouais. que plutôt par par le- les cours d'histoire, quoi, tu vois. Ou les cours de... Ah, je pense que les associations, parce qu'en fait, enfin moi je connais un petit peu le milieu associatif parisien, enfin rapidement. Et voilà, je sais que moi je me suis intéressé à tout ça et tout, genre je connais un peu les assos historiques, enfin je sais pas, Act Up ou voilà, des choses comme ça, un peu ce qu'ils ont fait et tout. Ouais. Mais en soi, ces gens-là, c'est des gens qui nous ont apporté, mais en fait on le sait même pas. Enfin, je veux dire, on se rappelle pas Oui, c'est d'eux, ça, tu ouais. vois. Ouais. C'est Enfin, vrai. c'est ça que je trouve intéressant avec la culture LGBT, c'est qu'on peut s'intéresser à l'art LGBT, tout ça, et en fait, pas s'intéresser à l'histoire. C'est vrai. Ouais. Et c'est... C'est vraiment un Je sais travail pas. de niche. Hein. Ouais, On en qu'est-ce parlait, qui- c'est qu'est-ce qui se vraiment... passe avec l'histoire LGBT. C'est vrai. Et même, ouais, justement,
enfin moi c'est mon avis personnel, mais je trouve en fait qu'il y a une sorte d'américanisation des luttes qu'on peut constater parce que en fait depuis quelques années on parle beaucoup de Stonewall, de New York en 1969, voilà, de la première Gay Pride organisée en 1970 et tout. Et c'est très important, c'est très intéressant, mais je veux dire, est-ce que ça c'est notre histoire? Enfin, peut-être en partie, mais voilà, justement, on parle pas de la déportation homosexuelle, Ouais, c'est vrai. ou des militants français, etc. Même si Stonewall a eu un impact mondial et hyper important, et Mais on s'est d'abord Voilà. intéressé à Stonewall et toutes ces figures-là historiques, Ouais, c'est ça. pour ensuite, après, s'intéresser vite fait aux déportations homosexuelles françaises, Je etc. pense qu'il y a un... Enfin, même au niveau du contenu sur Internet et tout, bah, ce que tu trouves, c'est surtout des ressources Des américaines. ressources, ouais, Je pense que anglophones. c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'au final, c'est aussi parce que la recherche française, elle a cette image de « Ah là là, faut pas faire dans le communautariste C'est vrai. ». Et communautarisme. Et en fait, bah, au final, on va sur ce qu'on trouve, quoi. C'est ça. Stonewall. Et en plus, bah, comme les États-Unis, elles ont le vent en poupe, tout ça. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant aussi, avec cette question-là, justement, d'opposer l'art et l'histoire LGBT. Ouais. Parce qu'au final, les deux, bah, on le sait, ils peuvent très bien aller ensemble. Ouais. Bah oui, parce qu'on l'a peut-être pas précisé en fait, mais les déportés homosexuels, la plupart du temps, enfin le symbole officiel dans les camps, c'est le triangle rose. Ouais. Et en fait, bah voilà, c'était un symbole. Je crois qu'il était genre tourné vers le bas. Oui, Oui. il était tourné vers le bas. Et après, justement, bah, Act Up, en fait, ils l'ont récupéré et ils l'ont mis vers le haut. Comme ça faisait une réappropriation. C'est pas l'inverse? Tu comprends pas? En gros, il était comme ça. Non, mais c'est pas l'inverse? Peut-être. Peut-être c'est l'inverse. Non, je crois que c'était comme ça. Et après, c'était comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Je crois que nos auditeurs, ils captent pas ce que tu fais avec tes doigts là. Non, mais il me semble. Enfin, en tout cas, bref, un des deux côtés. Il y a eu une réappropriation Voilà. de ce symbole-là. D'abord pour justement dans le militantisme. Inverser en fait, enfin être fier de quelque chose qu'on les accusait auparavant. Ouais, c'est ça, inverser la honte au final. Ouais, exactement. Et c'est vachement intéressant parce que ça, le triangle rose ou plein de symboles comme ça de la culture LGBT, bah même le triangle noir. Hein. Et les biangles. Les biangles, oui. Je connaissais absolument pas ce terme. Je sais pas si on a entendu parler. Absolument pas, ça m'est totalement inconnu. Alors je connaissais les triangles, mais les biangles. Ouais, c'est. Ah, les biangles. Les profs de maths vont rager. C'est pas. Mais en vrai, c'est deux triangles superposés qui forment le symbole des billes. C'est les biangles, le biangle. Ouais, parce que c'est. Superposer le bleu avec le rose. Ouais, il y a un truc rose et bleu. Exact. Et ça fait le triangle violet. Comment tu connais ça, Paul? Parce que... Pourquoi? Moi j'ai cherché, ok? J'ai passé mon adolescence que à ça, donc écoute, faut bien que ça serve un peu. What? Ok, t'es trop fort. Mais... Voilà. Il connaissait les biangles. Je connaissais pas le nom. Wow. Mais ouais, du coup c'est intéressant parce que voilà, c'est pareil, c'est le triangle rose qui est réutilisé. Et du coup, ce qui est intéressant à dire, c'est que bah, même aujourd'hui, ce triangle rose, il est réutilisé dans l'art. Ouais. Notamment par Lady Gaga, par exemple dans Born This Way. Bah, dès l'entrée, en fait, elle arrive comme ça, fait la queen et tout. Ouais, c'est ça, en bombe. Et en fait, t'as son triangle rose qui apparaît en gros. Okay. Et c'est hyper fort en fait. Enfin, moi, ça me donne des frissons en vrai. C'est iconique. Ouais, non, mais en vrai, je trouve ça ouf quoi. C'est vrai. Et même, bah, on peut mentionner le film. Paragraphe 175. C'est ça? Non, tu voulais que je rebondisse sur ça? Oui, c'est le film Paragraphe 175, qui est un film documentaire sorti en 2000, qui est réalisé par Rob Epstein et Jeffrey Friedman, je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, qui relate un peu l'histoire d'homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est un couple, non? Peut-être. Aïe aïe aïe. Je l'ai vu à une période, je crois, j'ai oublié, mais en tout cas il y a beaucoup de films sur ce sujet là. D'ailleurs moi j'ai cherché, j'en ai vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a aussi El Rosa Nuda, donc le rose nu, qui est sorti en 2013, réalisé par Giovanni Coda, et il a remporté plein de prix à plusieurs festivals, notamment des festivals queer entre autres.
Et aussi le film Bent, qui est sorti en 1997 par Sean Mathias, avec Mick Jagger, et Jude Law, donc stylé quand même comme casting, qui a remporté le prix jeunesse à Cannes, et le meilleur film au festival du film gay et lesbien de Turin. Donc voilà, je savais pas qu'il y avait un festival gay et lesbien à Turin, et malheureusement il s'est arrêté en 2015 ce festival, donc c'est un peu dommage. Voilà. Il y a le festival Chéri Chéri à Paris. Ouais, il y a beaucoup la Queer Palm à Cannes aussi, enfin voilà. Donc le cinéma LGBT, il est vachement popularisé en ce moment. Donc ça c'est assez cool. Et il peut s'inscrire dans l'histoire, c'est pas du exactement. tout Donc comme le film documentaire, on peut regarder un film et en même temps en apprendre sur cette période-là. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour tout le monde, tous les spectateurs en fait. Ouais, et on vous incite à aller voir ces films qui sont très cool. Disponible illégalement sur internet. Non, peut-être pas, hein. Peut-être sur... y a moyen de chercher des trucs légaux. La dernière question, Paul, c'est... Tu peux me l'indiquer? Ou je la lis? Vas-y. C'est moi? Parce que t'es une belle gosse. Donc... Bah, merci. Oui, donc il y a aussi quelque chose qui... personnellement, m'a... Enfin, comment dire? J'allais dire... Interpellé, ouais. Il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant l'exposition, c'est l'ambiguïté de l'esthétisme et homo-érotique des nazis. Donc par là, j'entends tout ce qui est mise en valeur du corps de l'homme, de ses muscles, de voilà, sa vaillance, etc. Ouais, genre limite les corps huilés et tout. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça un peu hypocrite, tu vois. Et du coup, voilà, moi je me demandais en bonne apprentie psychologue si ça pouvait être une forme de refoulement. Et aussi, il y a eu beaucoup de cas de personnes homosexuelles, de gays, qui ont eu des postes dans la milice, tu vois, des SS, etc. Et c'est le cas de Joseph Coates, qui est devenu capot, ou même de Martha Moss, qui est la première femme commissaire de police de Prusse en 1926, qui était elle-même lesbienne et qui a été déportée pour le motif de juive, et puis qui a été acquittée, et elle a finalement rejoint la police berlinoise. Donc je trouvais ça assez cocasse, tu vois, qu'elle a été déportée pour juive, et qu'elle a été... qu'elle a occupé ce poste-là. Et du coup, il y a aussi les quotas de juifs à l'école allemande. Donc moi, je pensais naïvement qu'à l'école allemande, il n'y avait pas de juifs, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit quota qui était accepté, tu vois, donc hyper chelou. Et voilà, et dans tout ce qui était esthétisme homo-érotique, il y a aussi Arno Breker, tu vois, dans la sculpture, etc., qui était, je crois, le sculpteur officiel d'Hitler, si je me trompe pas, faudra... Ouais, de l'Allemagne nazie. Voilà, ouais, faudra checker, mais voilà. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette ambiguïté homo-érotique, Marc ? C'est vrai que durant cette période-là, surtout en Allemagne nazie, il y a en effet une idéalisation du corps parfait. Ouais, l'arien... L'arien blond aux yeux bleus, parfait, ça. Sculpté, qui ressemble étrangement, quand on le regarde, à ce qui a été fait dans l'Antiquité, c'est-à-dire aux statues grecques, Grèce antique, on y etc. revient. On y revient voilà. toujours. Peut-être dû encore à un certain cliché. Exact. Ouais. Où en effet, on peut voir que les statues allemandes ressemblent étrangement aux statues de l'Antiquité. Il y a même une statue, je me suis un peu documenté en venant, Ok. et il y a une statue qui ressemble étrangement à David, dans la position, voilà, et qui est aussi très sculptée, très mise en avant. On retrouve tous les éléments. Voilà, tous les éléments, un corps nu, sculpté, avec des critères de beauté qui étaient très spécifiques, très organisés, très, voilà, on va pas revenir dessus parce que c'est très long. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une très grande attention portée au lien entre les hommes durant l'Allemagne nazie. Il y a une grande admiration Il y a une grande admiration entre les hommes, et puis surtout, alors par exemple, le cas des jeunesses hitlériennes, c'est qu'on encourageait les liens d'amitié quand même assez forts, assez unis, et on peut se demander si à force ça créait pas alors encore un anachronisme, une certaine bromance. C'est possible en vrai. Bromance un petit peu. Voilà, la tendance, forcément homosexuelle. Mais même de toute manière, durant l'Allemagne nazie, des homosexuels, comme tu l'as dit, ont occupé des postes importants, comme Ernest Röhm, qui a été le chef de la section d'assaut
durant l'Allemagne nazie. J'ai pensé Et, au groupe de musique. Voilà. Yes. Ah non, Je me déteste. pas la section d'assaut, le groupe de musique, non. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup d'homosexuels qui étaient au départ dans le régime nazi, bon, qui se sont traqués, retrouvés à des postes. qui se sont retrouvés à des postes assez importants, Bah ouais. comme les postes aussi que vous avez cités tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, avec la nuit des longs couteaux, etc., tout ça, il y a eu un inversement parce qu'au contraire, les nazis ont pourchassé leurs propres membres homosexuels. Mais en tout cas, c'est clair qu'au départ, on pouvait penser que le régime nazi, en fait, c'était au départ vraiment une organisation homosexuelle. On pouvait vraiment penser ça. Hein. Oui, On c'est pouvait vrai. vraiment penser ça parce qu'on encourageait vivement, alors non pas les relations sexuelles qui étaient condamnées, mais en tout cas des liens forts, des liens là. Je crois, j'avais lu un bouquin dessus et ça s'appelle l'homosocialité. Oui. Waouh. Eh ben, le régime J'adore nazi, ce terme. le régime nazi reprend énormément le terme de socialisme, d'ailleurs le parti d'Hitler au début, NSDAP, c'est le national-socialisme. Donc ça reprend énormément à ça justement. Et en tout cas, c'est clair qu'il y a un lien qui est quand même assez évident entre non seulement les statuts très, très belles, très formés dans un critère de beauté très précis, qui revient un peu à l'Antiquité, et en même temps les relations ambiguës, très clairement, même dans les jeunesses hitlériennes où en effet on encourageait vraiment les liens intimes, pas dans le sens, alors peut-être est-ce que c'est un amour platonique qui ne se dit pas. C'est ça, il y a aussi une forme de... j'ai l'impression de mise à l'épreuve, tu vois. On est très fort, on est très soudés, mais il faut pas qu'on soit faible et qu'on on se consomme, tu vois. On s'avilit à... Tu vois, c'est ça un peu, c'est l'idée de résister, tu vois, aussi à ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que... c'est ça, c'est une forme de secret que, tu vois, les hommes devaient se garder en eux et donc du coup refouler. Et je sais pas, peut-être que, tu vois... on voit souvent ça, mais cette violence qu'on fait souvent aux homosexuels et cette violence homophobe, c'est souvent quelque chose de très profond, tu vois, que les personnes refoulent. Et donc voilà, moi je dis que je pense qu'il y a beaucoup de nazis qui ont été refoulés à cette période-là. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, tu vois. Oui. C'était pas juste des hétéros hyper... tu vois, qui avaient envie de bastonner tous les gays. Mais je pense qu'il y avait pas mal de cette ambiguïté sous-jacente, tu vois, comme ça. C'est clair qu'en tout cas, comment dire, il y a eu peut-être sûrement beaucoup de personnes qui ont été refoulées, qui ont été forcées de se refouler, de refouler alors, je sais pas si le terme est juste, leur tendance homosexuelle. Ouais, c'est ça, Peut-être qu'en effet, il y a eu alors, je pense que c'est un truc qui va pas être... Enfin, je sais pas si ça peut être intéressant ou pas, mais justement, Wagner... Ouais. Il compositeur allemand. Pour les nazis aussi. Hein. Pour les nazis, Icône. Parce que Wagner... parce que Wagner, justement, a beaucoup... pour Hitler, c'était vraiment une source d'inspiration très forte. C'est sûr. Et Wagner a été... il y avait des mécènes à l'époque, et Wagner a été sous la protection de Louis II de Bavière, qui était un homosexuel refoulé. Ok. Et Hitler lui-même admire. Donc Louis II avait une admiration pour Wagner qui était sans limite, c'était presque de la contemplation. Ouais, il y a toujours cette forme d'admiration. Fantasme fort pour Wagner. Et Hitler a un fantasme fort pour Wagner. Ah, c'est fou de se trouver ce triangle. Donc il y a peut-être un petit lien. Alors après, ne mettons pas de suppositions très historiques qui ne le sont pas du tout. Non, on peut faire des suggestions. On peut faire des suggestions, mais en effet, Wagner passionnait énormément Hitler. Et alors on se demande, alors il y a beaucoup de théories. Il était gay en fait. Il était gay, il était pédophile. On inclut aussi beaucoup d'autres choses, enfin bref. Ouais. Parce oui, c'est vrai, il avait une sexualité très particulière. Oui, très particulière. On parlera pas de ça. Voilà, oui, parce que ça peut toucher à certaines choses. Mais c'est vrai qu'il avait un comportement qui pouvait... Voilà. Et alors, Eva Braun, qui était donc la compagne d'Hitler, le rôle qu'elle avait, l'espace qu'on lui donnait, était quand même assez restreint. Donc c'était... voilà. Donc c'est vrai qu'en tout cas, dans l'Allemagne nazie, on peut se dire... ça. Enfin, personnellement, quand je vais à une exposition, quand je vais dans un musée militaire et que je vois les uniformes allemands, j'ai toujours... Alors,
Il y a toujours cette impression d'homosexualité un peu refoulée qui ressort, ou d'ambiguïté, où c'est pas clair, où, Ouais, ça se ressent. voilà, Hein. où c'est pas l'homme hétérosexuel fort, Ouais, mais c'est vrai. plutôt le blond arien fort, musclé, gay, et qui, voilà... Ouais, c'est vrai. Si je peux te permettre, je viens de retrouver une info qui rentre justement tout pile dans notre question, je pense. En fait, c'est un truc qu'on a vu dans l'exposition. Je sais pas si tu te rappelles, mais genre la nuit des longs couteaux. Ouais, Marc en parlait. Ah oui. Ah pardon. Désolé. Il t'écoutait pas. Ouais, je sais bien parce que genre j'étais trop concentré à chercher mon information, tu vois, j'étais en mode ok, Non, mais j'en peux plus. capot homosexuel de machin et bref. Ça fait une demi-heure qu'il en parle, Marc. Ah, Ok. ah, d'accord. Mais attends, t'as dit quoi dessus? Qui s'entretuent entre eux. Ah oui. Parce qu'à la suite des longs couteaux, du coup j'ai trouvé. Hitler en fait il a nommé un capot ou je sais pas quoi qui s'appelle Victor. Bon, mon allemand, voilà, Victor Lutz. Ok. Et en fait, justement, il lui a adjoint de mettre un terme à l'homosexualité, la débauche, l'ivresse et au train de vie fastueux, justement, dans les rangs. Donc, on voit que la nuit des longs couteaux, vraiment, ça a été un tournant. Et même. Enfin, il les a remis à leur presse, place, quoi. Tout le monde s'est. Ouais, voilà. Et même le communiqué de presse du Reich. En fait dit que justement l'homosexualité de Rome, qui était un des gars dans l'armée d'Hitler, qui était dans la section d'assaut, qui était très élevé quoi, et c'était une des justifications de cette purge. Ok. En gros il cherchait à zigouiller les gays quoi. Waouh. Et Pas sympa. non, c'est pas sympa. Ok. C'est intéressant quoi, parce que en fait tu vois. Oui, c'était quelque chose qui faisait partie en fait de. L'homo-érotisme, l'homosocialité. Oui, c'était ancré en fait dans leur presque culture en fait. Ouais. Dans la culture aryenne. En même temps, il y a un sorte de rejet en mode ok, nous en fait. C'est du refoulement pur, hein, Ouais. les gars. Hein. Moi je. Il y a un rejet en mode ok. Ouais, non mais. Parce que je pense à une certaine période, ça a justement niqué un peu leur image auprès du peuple ou quoi. Et ils se sont dit ok, faut évacuer les gays quoi. D'ailleurs, alors justement, ça peut être intéressant, la NSDAP, donc justement, il y avait des homosexuels dans leur rang, et justement, certains partis d'opposition ont joué sur le fait qu'il y ait certains homosexuels dans le dans le parti politique nazi pour les discréditer, parce que c'était quand même, l'homosexualité est quand même mal vu, etc. Ouais. Donc justement, pour discréditer, etc., tout ça, le régime nazi. Donc peut-être que ça a amené justement à cette réflexion sur la nuit des longs couteaux, etc., à faire quelque chose pour lutter contre ça. C'est intéressant les liens et tout. Oui. Et donc justement, c'est pour ça que peut-être que le nazisme respire un peu le refoulement et clairement. la haine, etc. Et même certains partis d'opposition au nazisme appuyaient sur ça, sur l'homosexualité de certains chefs dirigeants comme Ernest Röhm ou tant d'autres, justement qu'ils étaient homosexuels, et qu'un parti où il y a des homosexuels ne mérite pas de diriger un pays comme l'Allemagne. C'est ça qui a engrangé peut-être aussi la nuit des longs couteaux. Et peut-être les persécutions 75, etc. quoi. Ouais, qui existaient déjà. Enfin, oui, ça existait déjà, mais ça a été empiré. Quoi. Oui, ça a amené à la déportation, ça a amené à plein de choses. En fait, c'est une admiration, mais qui ne doit pas être consommée. En fait, tous ceux qui sont gays depuis longtemps, c'est eux qui sont dans la débauche. Mais en fait, tant que toi, tu ne fais qu'admirer les corps et qu'être très proche avec certains, tu vois, et jouer de cette ambiguïté, il n'y a aucun problème, tu vois. C'est une position de voyeurisme. En fait. Je pense que complètement. C'est aussi très pour pertinent. Ça que les lesbiennes, ils s'en foutaient un peu. Parce qu'en fait, elles sont pas du tout incluses dans ce système d'homo-érotisme, d'admiration de l'homme, etc. Parce que c'est des femmes. Et c'est ça, ouais. Même dans... Enfin, pour revenir à ce qu'on disait et tout, genre la Grèce antique, etc., l'homosexualité entre femmes... il y a très très peu de ressources dessus. Enfin, l'homosexualité, on se comprend, quoi. Les relations intimes entre femmes, il y a très peu de ressources dessus. On sait pas trop comment c'était représenté. Juste, il y a Sappho, quoi, qui est un peu l'icône des lesbiennes. Exact. Et qui a donné le nom au saphisme et au lesbianisme. Mais, de l'île de Lesbos. Ouais, de l'île de Lesbos. Voilà. Je trouve ça intéressant, quoi. Ça explique le décalage, encore.
c'est l'heure du quiz, je crois. Je sais pas, what time is it? Ok, bah non, mais du coup, Quiz de Cynthia. on mettra le générique. C'est le quiz de Cynthia. Bon, tu connais la couleur de tous les triangles, Paul? Tous ou genre. C'est quoi tous les triangles? Non, parce qu'il y a un triangle en fait qui m'a un peu interpellée. C'est le triangle violet. Je connais pas. C'est pas homosexuel donc je connais pas. Non, il y a le triangle rose, on connaît l'étoile jaune des juifs. Mais il y a le triangle violet, c'est les témoins de Jéhovah. Et je pensais pas en fait qu'ils étaient inclus dans une catégorie à part entière dans la classification des triangles. Et donc voilà, il y a le triangle violet des témoins de Jéhovah. Et il y a aussi beaucoup de superpositions de triangles. Donc par exemple, on pouvait être intersectionnel, tu vois. Par exemple, on pouvait cumuler Oui, ça j'avais vu. plusieurs trucs. Par exemple, genre on il y a pouvait des homos juifs et tout. Exact, on Homo, pouvait... opposants politiques, Exact. communistes, etc. Donc on pouvait être un témoin de Jéhovah récidiviste, tu vois, par exemple, ou un témoin de Jéhovah, je sais pas, criminel de guerre, ou je sais pas, on En pouvait fait, ça pouvait s'additionner quoi. cumuler plusieurs trucs, ça je savais pas, voilà. Et en fait, il y a un thème que je voulais aborder, qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est l'Institut de sexologie, en fait, qui a été créé en 1919 à Berlin, par Magnus Hirschfeld, qui était le premier sexologue au monde. Et je trouve ça assez incroyable que tout naît en fait à Berlin. Je trouve ça incroyable, tu vois. Moi, je m'intéresse beaucoup à la sexualité en psychologie. Et c'est vrai que j'étais très surprise d'apprendre pendant cette exposition-là que tout partait de cette ville-là. Je trouve ça assez fou. Alors qu'on parle beaucoup des États-Unis, Exact. Comment le test de machin là, l'échelle de Kinsey. Ouais, l'échelle de Kinsey. Voilà. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de Kinsey et du coup, moi je pensais naïvement que tout partait de là et en fait, non. Voilà. Bah même dans l'institut de sexologie là qui a été détruit et tous les archives après, bah on avait vu que, enfin c'est pour faire un petit aparté sur les personnes trans parce que voilà on parle pas trop des personnes trans parce que dans l'expo il y avait très peu et c'était sur les lesbiennes et les gays, donc on parle des lesbiennes et des gays, mais en gros justement dans ce truc il montrait que bah les personnes trans, certaines femmes trans s'étaient faites opérer dans l'institut. Voilà, dans cet institut. Ouais, et exact. C'était les premières opérations de réassignation sexuelle, entre guillemets. Ouais, la première opération, elle a été faite en 1930 sur Lily Elbe. Putain, j'espère que je me suis pas trompée, hein. Je crois que c'est Lily Elbe. Non, c'est elle. Et donc, du coup, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on le surnommait le Einstein du sexe. Genre, tu vois, je trouve ça assez marrant. Et c'est lui qui a fondé le premier centre de santé communautaire au monde pour les personnes LGBTQ+. Pour qui ça? Lily? Non. oui. Magnus. Ah oui, ok. C'est Magnus en fait qui a fait ce premier centre et lui-même était surnommé la tante Magnosia. Magnosia. Parce qu'il était ouvertement gay. Ouais. Et il a fait les premières études statistiques sur le suicide homosexuel. Ah ouais. Il a été tabassé à mort, puis réfugié à New York, il a fait un tour du monde et il est mort à Nice, en France, en 1935. Et il a aussi contribué à faire le premier film homosexuel. Sérieux? Dans les années 20. Et du coup, il y a un autre film qui parle de lui, qui parle de Magnus, qui a été réalisé par Rosa Van Prinham en 1999. Qui est lui considéré comme le plus grand cinéaste et activiste LGBTQ+ au monde. Et donc je trouvais ça assez cool. Même Magnus, je crois que c'est lui un peu qui avait inventé le concept de coming out. Enfin, ça avait pas ce nom-là, mais genre, c'est lui, genre dans la presse et tout, je crois, il a incité les lesbiennes, les gays à faire leur coming out. Exactement. Et parce qu'il y avait une grande communauté LGBT en fait à Berlin, dans ces années-là. Il y avait beaucoup de bars, lesbiens, etc. Et ils se rassemblaient. Et Magnus, c'était l'un des pionniers vraiment de cette ouverture LGBT au monde. Et je trouvais ça vraiment cool de pouvoir en parler dans cet épisode-là, consacré aux mémoires. Et une figure comme ça, on plante là une figure européenne, quoi. Parce que c'est assez important, je trouve. Et en plus, allemande.
Ouais. Donc, Ouais, en plus, quoi. ce qui alimente vraiment cette ambiguïté, toujours sur ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Marc, Mais c'était pour avec ta plaisir. présence. Vraiment, Merci c'était beaucoup. vraiment très cool. Et je pense que c'était un épisode très important. Là, c'était moins dans les témoignages. C'est vrai qu'en général, on voulait faire un podcast plus basé sur les témoignages. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, nous, ça nous a... Enfin, avec... je parle pour Cynthia et moi, mais Marc, j'espère que ça t'a On plu t'inclut. aussi. Tous les trois, voilà. C'était très intéressant de parler d'histoire. C'était très intéressant. C'est très et vaste. Ça nous a beaucoup... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché. Et, Cette exposition voilà. aussi, qu'on Ouais. vous invite toujours et encore à aller voir, qui Ouais. est Au mémorial de la Shoah, disponible jusqu'à quand ? disponible jusqu'en février 2022. D'accord, donc Donc, vous avez le temps pour mars. vous y rendre d'ici là. Et c'est gratuit pour tout le monde. Voilà. Donc parfait. Et puis bonnes vacances quand même. Ouais. Voilà. Prenez soin de vous et rendez-vous pour un hors-série sur... On le spoile pas. Allez, on laisse le suspense planer. Mais ça sera plutôt sur les lesbiennes. Bisous. Bisous, à Bisous. plus. C'est Cynthia du montage. Paul et moi te remercions d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait franchement plaisir, on va pas se cacher. Et nous espérons qu'il t'a plu, que t'as pu apprendre quelques trucs sympas, même si le sujet a été assez complexe et sérieux. On se retrouve très vite. Je vous aime, je vous estime. Ciao.